Été 1980. L'Union soviétique semble encore régner sur une moitié de la planète, malgré l'affaiblissement de ses dirigeants et une économie dilapidée. Il y a tout juste 6 mois, elle est encore intervenue en force pour sauver le régime communiste afghan. Or, le 10 août 1980, au chantier naval de Gdansk, la contestation ouvrière polonaise, commencée 10 ans plus tôt, se durcit tout d'un coup et les 17 000 ouvriers de l'immense usine débraient. Un syndicat indépendant, Solidarność, voit le jour et son leader, Lech Wałęsa, obtient du gouvernement, après un mois de grève, une brèche immense dans le système de la dictature communiste. Derrière ces événements, il y a la mise en mouvement de tout un peuple, le peuple polonais, à la recherche de sa liberté. Lénine avait promis que le communisme, ce serait les soviets et l'électricité. La Pologne de 1980, elle, s'enflamme pour un électricien sans les soviets, Lech Wałęsa. Un an plus tard, décembre 1981, le général Jaruzelski, qui est le ministre de la Défense depuis plus de 10 ans, parvient à endiguer cette révolution démocratique en proclamant l'état d'urgence, en procédant à de nombreuses arrestations et en interdisant le tout nouveau syndicat libre. 5 ans plus tard encore, 1985, l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev à Moscou donne le sentiment aux dirigeants communistes polonais qu'une reprise en main réformatrice de l'Empire est encore possible. Mais la puissance de solidarité, même réduite à une clandestinité de plus en plus théorique, ne tarde pas à s'imposer. Début 1989, 6 mois donc avant la chute du mur de Berlin, le pouvoir polonais est déjà contraint de convoquer une table ronde qui débouche pendant l'été sur la constitution d'un gouvernement non communiste dirigé par le professeur Tadeusz Mazowiecki. La Pologne est ainsi le premier pays de l'Empire soviétique où des forces non communistes parviennent au pouvoir. Sur ce point, tout le monde tombe d'accord. Il y a bien une exception polonaise, ou tout au moins une spécificité très forte. Mais si les défaites sont orphelines, les victoires au contraire ont toujours un peu trop de pairs. Qui a mis en branle l'émancipation de la Pologne? À cette question simple, on trouve bien souvent des réponses partielles et contradictoires. Il y a en fait 3 thèses, 3 histoires différentes pour expliquer l'émancipation de la Pologne. Il y a une histoire officielle qui raconte une Pologne libérée par le pape, une autre plus discrète mais de plus en plus insistante qui exalte le rôle de la gauche intellectuelle venue du marxisme, et une dernière, plus scandaleuse encore, qui évoque comme cause ultime la modération des communistes polonais eux-mêmes. Essayons d'y voir plus clair. La première hypothèse, la plus répandue, c'est le pape Jean-Paul II qui a non seulement émancipé la Pologne, mais par là abattu le communisme. Cette thèse s'appuie sur l'importance, dès 1945, de la résistance traditionnelle, celle du catholicisme polonais. Ce dernier a joué un rôle incontestable dans cette histoire. Depuis la fin du XVIIIe siècle, en effet, l'Église catholique polonaise est le véritable ciment de la nation. À partir de 1956, la déstalinisation s'emballe en Pologne. Les soulèvements populaires aboutissent à la chute des dirigeants staliniens et au retour du leader communiste national, Władysław Gomułka, destitué et incarcéré en 1948. L'Église donne alors son appui à Gomułka et en contrepartie obtient de ce dernier le retour à une certaine autonomie de la société. À partir de cette date, l'Église polonaise aura ses journaux, ses clubs d'intellectuels, quelques députés au Parlement et même une petite université. À la suite de l'impulsion donnée par le pape Jean XXIII à toutes les églises du monde, c'est le jeune archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, le futur pape, qui va souvent seul face à sa hiérarchie, pousser l'Église polonaise à se moderniser. Et lorsque cette force du catholicisme polonais modernisé se traduira en 1978 par la désignation de Karol Wojtyła comme pape, la Pologne se relève de fierté. Il est incontestable que l'élection du pape en 1978 a cristallisé une action générale de l'Église catholique et davantage encore une intervention spécifique du pape Jean-Paul II
en faveur du rétablissement de la liberté de la Pologne aux côtés de mouvements sociaux de plus en plus vigoureux. Mais cela aurait-il suffi sans l'existence d'un mouvement politique tout à fait indépendant de l'Église? D'où une seconde hypothèse, à l'origine de la révolution polonaise des années 80, par le rôle des intellectuels issus de la gauche marxiste. En effet, dans ces années d'émancipation, il existe en Pologne un groupe d'opposition de plus en plus cohérent, composé d'intellectuels issus pour la plupart de la gauche marxiste. Pour comprendre son origine, il faut revenir en arrière dans l'histoire du Parti communiste polonais. Celui-ci a en effet un lourd passé à digérer, où la répression de Staline s'est souvent exercée contre ses cadres et ses intellectuels. De 1956 à 1968, une gauche de plus en plus indépendante de l'appareil, formée de professeurs et d'étudiants, commence peu à peu ainsi à émerger. On y trouve quelques anciens dirigeants communistes, des universitaires marxistes comme Bronislaw Geremek, qui démissionnera du parti en 1968 en protestation de l'intervention en Tchécoslovaquie, ainsi que des responsables étudiants, souvent eux-mêmes fils de cadres déçus du régime, tels Adam Michnik, Jacek Kuron ou Karol Modzelewski. 1968. Pendant le printemps de Prague, le régime qui se sent en danger choisit la répression. La plupart des leaders étudiants sont emprisonnés. Une campagne antisémite d'une violence insensée pousse dehors beaucoup de vieux cadres juifs et achève de déconsidérer Gomulka et les siens. Les ponts sont désormais réellement coupés entre cette gauche intellectuelle laïque devenue indépendante et le communisme officiel. La plupart des anciens leaders étudiants sortis de prison se lanceront dans la contestation et ce sont eux qui créent le Comité pour la défense des ouvriers, le COR, qui intervient en faveur de tous les mouvements d'insubordination sociale à partir de 1975. En 1980, c'est le noyau du corps qui vient prêter main forte à Wałęsa et aux grévistes de Gdańsk. Solidarność est en train de naître. Ainsi, les deux forces d'émancipation, les catholiques et la gauche intellectuelle, unissent-elles à partir de là leurs efforts dans l'opposition au pouvoir communiste chancelant. Mais là encore, nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Même la conjonction du pape et des intellectuels contestataires ne suffit pas à expliquer tout le déroulement de la crise. Il faut encore introduire une variable nouvelle qui nous amène à la version proprement scandaleuse de notre histoire. Troisième hypothèse, ne serait-ce pas en effet le Parti communiste lui-même qui aurait favorisé une solution pacifique de l'affrontement? À l'appui de cette thèse, il y a le fait certain que le Parti communiste au pouvoir n'a jamais voulu de répression de masse et a toujours fini par opter pour des compromis. Refus d'user de la force armée contre les grévistes à Gdańsk à l'été 1980, acceptation d'un rôle légal pour Solidarité quelques mois plus tard, puis choix d'une opération militaire limitée en décembre 1981 qui épargnait au pays l'intervention armée de l'Union soviétique au soulagement général. Après cela, Jaruzelski s'est incontestablement appuyé sur Gorbatchev dès 1985 pour dialoguer pas à pas avec l'opposition, cherchant certes à la manipuler, mais jamais à la détruire. Il cède volontairement le pouvoir en 1989 au profit d'une cohabitation à la française avec Solidarité. Comment expliquer ce refus de la violence de la part des dirigeants communistes polonais? Par un passé particulier. Le fait qu'ils aient énormément souffert de l'Union soviétique. Jaruzelski, par exemple, a passé 2 ans dans un camp de détention sibérien, et que certains aient en outre acquis une expérience de l'Occident. Édouard Guirec, son prédécesseur, a été ouvrier en France et en Belgique. Leur donnent aussi une certaine distance intellectuelle vis-à-vis des directives reçues de Moscou, et elles les poussent, s'ils le peuvent, dans le camp des réformes, pour peu que ce camp existe en Union soviétique. Fort de ce bilan, certes mitigé et discutable, l'ancien parti ouvrier unifié, c'est-à-dire le Parti communiste, reconstruit sous le nom de Gauche démocratique, a remporté brillamment les élections législatives de 1993 et 2 ans plus tard, avec un jeune candidat, Alexandre Kwaśniewski, gagné une nouvelle fois les élections présidentielles de décembre 1995 face à un Wałęsa affaibli. La tactique réaliste et peu violente du Parti communiste polonais n'est-elle pas ainsi pour beaucoup dans la victoire au point de Solidarité? Cette version au parfum de scandale commence à être acceptée en Pologne même, où Jaruzelski apparaît comme un joueur machiavélien auquel on doit l'évitement de la tragédie. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut se demander s'il est possible de réconcilier ces 3 versions. Il est certes un peu tôt pour mettre ensemble des vues très opposées
marquée par l'extraordinaire décennie 80. Mais il ne fait pourtant aucun doute que l'intervention non planifiée des trois forces, Église, intellectuels de gauche laïque et catholique, Parti communiste, a sans doute été la véritable clé de la réussite de la transmutation polonaise. C'est parce qu'il se heurtait à une Église si puissante que le Parti communiste a dû, dès les années 50, accorder une certaine autonomie à la société civile. C'est parce qu'il était issu également d'une histoire tragique que le même Parti communiste a toujours renâclé devant la répression ouverte et cherché souvent des alliés dans la société civile comme parmi les intellectuels. C'est parce qu'ils ont trouvé des appuis dans l'Église et dans cette société complexe que les intellectuels ont su ensuite se faire entendre. Et c'est parce que les esprits libres de l'Église et de la gauche cherchaient ensemble à s'émanciper que s'est allumée, à partir de l'été 1980, une réaction en chaîne sans précédent. Depuis l'indépendance retrouvée, chacune de ces trois composantes de l'identité polonaise a successivement occupé le pouvoir. Elles doivent aujourd'hui apprendre à vivre ensemble. Ce n'est peut-être pas le plus facile.